Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. La forêt est un lieu vivant, rempli de diverses plantes et animaux. Elle existe depuis des siècles et nous inspire depuis toujours. J'aime m'y rendre souvent pour me ressourcer, faire une pause et me détendre. La forêt est vraiment importante dans ma vie. Lors de la fête de la ruralité, à la foire de Brignoles, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes passionnées qui travaillent pour protéger la forêt. Cette nature délicate nous fait du bien dès qu'on s'en approche. Et cela a même des effets positifs sur notre santé. Alors, comment les voyageurs peuvent-ils découvrir la forêt tout en la préservant ? Nous avons discuté avec des scientifiques et des acteurs qui travaillent chaque jour pour la protéger et sensibiliser les voyageurs à adopter les bons comportements lorsqu'ils voyagent au cœur de la forêt. Voici quelques conseils que nous avons recueillis lors de nos échanges. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour François, merci de votre accueil. Alors Philippe, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et ce que vous faites ? Alors qui je suis de toute façon, un bipède qui s'intéresse particulièrement au monde vivant qui l'entoure et qui a eu une opportunité de s'impliquer plus largement le jour où la région a décidé de créer Forêt Modèle de Provence, qui était une initiative prise suite à la prise en compte, mais non, on parle de la data. Vous savez, il y a 20 ans en arrière, la forêt progressait, mais on n'avait pas de moyen de se rendre compte de sa progression. Et là, ils ont créé à travers l'Observatoire de la forêt méditerranéenne, qui se trouve au pavillon du Roi René à Gardanne, un outil qui nous a permis de prendre la mesure de la composition, la disposition, le front quant à l'avancement de cette forêt sur nos territoires. Donc cette association créée par la région utilise un outil canadien qui leur avait permis de se réapproprier leur forêt après avoir été dévastée par des industriels. Donc aujourd'hui, c'est la 10e année où, en ayant une vingtaine de fondateurs, on a actuellement sur les massifs de l'Étoile, du Garlaband, de la Sainte-Baume et des Maures, 120 structures et quelques bénévoles qui s'impliquent pour faire du lien, observer chacune des filières, voir le segment qui manque et être à propos, au bon endroit, de manière à ce qu'ensemble on puisse avancer. Quels sont les principaux défis auxquels les forêts sont confrontées aujourd'hui en lien avec les dérèglements climatiques, les changements climatiques ? Alors les principaux défis tiennent à l'irrégularité qui apparaît. Jusqu'à présent, on était tributaire des saisons, Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas de véritable modification trop sensible, trop brutale, mais par contre, il y a des excès. Et les petites cellules de nos compagnons de la forêt ont un passé génétique qui leur permet de réagir, mais il faut leur laisser un peu le temps. Et là, il est évident que lorsque l'on a un manque d'eau, surcroît d'eau, donc les sols commencent à s'élimer. Donc je perds de la substance pour les années qui m'attendent, quand j'aurai besoin, moi, forêt, de pouvoir progresser et me nourrir. Et il y a aussi les vents qui changent et qui viennent maintenant apporter... vous voyez, quand vous promenez en campagne, vous voyez l'orientation du bois. Oui. Donc, quand vous avez des changements d'orientation, là encore, c'est une souffrance pour la forêt qui, du point de vue adaptation, n'a pas les moyens, comme nous, de partir sur nos deux pattes et de se mettre à l'abri du vent. Ça ne bouge pas. Quoique. À l'échelle du temps. Voilà. Alors, quels sont les rôles et les responsabilités des citoyens et des communautés, justement, pour préserver et protéger la forêt ? Alors quand on parle de rôle, je pense qu'il faut se mettre dans la situation où il y a une scène. Sur cette scène, il y a des acteurs. Et que font ces acteurs ensemble ? La scène, c'est tout l'espace qui nous entoure.
Mais il est vrai que pour prendre conscience de l'espace qui nous entoure, de ce qui l'habite, il faudrait aussi avoir conscience du monde que nous déplaçons chaque jour. Il y avait une très belle conférence ici qui nous faisait prendre conscience dans les milliards de bactéries, de tous les organismes que nous avons, des émonctoires et tout ce qui s'ensuit. Si je n'ai pas conscience de comment fonctionne la vie en moi, il m'est difficile d'apprécier le vivant qui m'entoure. Et à partir de là, nous aimons beaucoup les actions qui sont menées en direction des enfants et que nous accompagnons. Parce qu'un enfant, lorsqu'il peut toucher, lorsqu'il peut prendre la mesure, lorsqu'on lui parle de l'âge de l'arbre, l'âge de ses parents, il commence à structurer son approche de son environnement. Et là, il sera beaucoup plus intéressé à acquérir du vocabulaire, à avancer. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe ici dans l'espace des solutions. C'était le vendredi, le dernier jour avant les vacances. Donc, on a eu beaucoup de classes qui sont venues. C'était superbe parce que les enseignants laissaient les enfants avancer vers tel sujet. Et là, on était prêts à les accompagner, entendre leurs questions. Alors, qu'est-ce qu'ils ont posé comme question? La question, c'est des questions très simples. Des questions presque géométriques. Et un arbre, ah ben oui, c'est rond, là, j'en vois une tranche. Mais je n'avais pas idée en voyant l'arbre qu'on pouvait avoir des tranches et des planches. Donc, c'est toute la difficulté de notre évolution, où l'on montre les choses en action avec une technologie, mais l'on n'a pas suffisamment la possibilité de leur permettre de poser ces questions-là. Alors, au cœur des forêts, comment la coopération entre les différentes espèces se manifeste? Parce que, en préparant un peu ce petit interview, vous m'avez dit que la coopération, c'était pas forcément comme on pouvait l'imaginer. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, mais c'est là encore question d'observation. Vous allez dans une clairière qui est peut-être naturelle ou qui est due à une levée de bois qui remonte à 30 ou 40 ans, et vous observez autour de vous les houppiers, c'est-à-dire la sommité des arbres et comment ils sont juxtaposés, comment ils se mêlent, comment ils s'entremêlent. Et puis ensuite, vous allez dans un lieu où vous avez des arbres de la même essence. Et vous allez vous apercevoir que ceux-ci gardent une distance, comme une certaine timidité, à aller au contact de son voisin. Ils sont de la même famille. Quand vous êtes dans une clairière et que vous avez donc une ouverture sur la forêt qui vous entoure, c'est un monde tout à fait différent. Puisque là, vous avez des âges, vous avez des questions de lumière. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il y a des arbres comme le chêne-liège qui est héliophile. C'est-à-dire il a un feuillage suffisamment large pour donner de la lumière au sol qui est le sien. Vous avez un ensemble d'approches qui sont très intéressantes à observer, mais qui nécessitent d'avoir son téléphone avec soi si on ne connaît pas. Pourquoi ? Parce que vous avez des applications qui vous permettent de questionner « c'est quoi l'arbre qui est en face de moi ? C'est quoi son histoire ?» Et là, l'enfant, puisque maintenant les téléphones c'est leur accompagnant principal, peut se poser la question « et cet arbre ? Et cet arbre ?» Alors pour répondre à votre question, il y a une vie souterraine qui est très importante. Une vie souterraine qui est très importante où il va au contact de champignons, au contact tout ce qu'on appelle le mycorhize, c'est-à-dire tout ce monde qui environne les racines, là où les échanges se font pour la fabrication du carbone, avec tout cet espace de changement entre la lumière. Donc on se retrouve là avec un environnement qui demande à être découvert. On a toujours peur, si vous voulez, quand on va là, du botaniste, de celui qui parle en latin, de celui qui a la connaissance. Non, un arbre, c'est très simple. On regarde le gros, on regarde le petit, on regarde par terre, on regarde en ce moment qu'est-ce qui se passe, il y a des champignons. Tiens, là, il y a des fougères. Tiens, oui, c'est un endroit à l'ombre. Tiens, par contre, de ce côté, j'ai de l'arbousier. Et oui, on est à un endroit où l'arbre qui est au-dessus, le chêne-liège, laisse passer la lumière. Donc, c'est quand on rentre dans ce monde et si on a ce regard, ça devient quelque chose de vivant, d'intéressant, avec lequel je peux communiquer. Quand on se promène dans la forêt,
Quels sont les bons gestes à avoir? Si j'ai bien compris, le premier, c'est d'observer. Regardez où on met ses pieds. Regardez où on met ses pieds parce que, vous le remarquerez, autant les terres agricoles sont des terres travaillées, assez lourdes, avec une grosse proportion de différents minéraux. Lorsque vous êtes en forêt, d'abord vous avez des épaisseurs de litière, on appelle ça la litière, qui est faite à partir de l'humus. Hein. Donc cette litière est très souvent aérée. Donc il faut éviter de la tasser. Parce que tout le petit microcosme qui vit à l'intérieur a fait son monde d'oxygénation, de développement. Et donc il faut regarder où on met les pieds. Ça c'est la première des choses. Ensuite, si je veux vraiment prendre soin de la forêt, lorsqu'il y a des branches sèches, cassées, qui pendent, je peux la tirer, la briser, mais sans blesser l'arbre. Puisque demain, quand il y aura du vent, il faut que cet arbre ait le moins de prise au vent possible. Donc c'est mon copain, au passage, tiens, je t'enlève la bouteille en plastique qui gêne, quoi. Mais ça aussi, c'est l'autre élément. Moi, j'ai des amis, quand ils vont en forêt, ils ont un sac. Et quand ils reviennent, le sac est plein de bouteilles plastiques et toutes sortes de choses. Papier, boîte de sardines. Parce que ça aussi, ça amène un déséquilibre. On ne se rend pas compte, mais c'est très sensible ce qui se passe là. Quand vous voyez un champignon, comment il pousse, quand vous voyez ce que ça représente de puiser dans le sous-sol, si je déséquilibre ces sources d'alimentation, mais ça nous amène aussi à respecter, nous, nos sources d'alimentation. Exactement. Donc, vous voyez, là, on reboucle avec ce monde vivant auquel nous appartenons. Donc un besoin vraiment important, essentiel, urgent, de se reconnecter au vivant. Ah, absolument. Absolument. Et pour se reconnecter au vivant, il faut déjà reconnaître que l'on est un être vivant, qui est le plus important. Et c'est pour ça que je dois en prendre soin. Et à partir de là, je prendrai soin de la forêt. Donc c'est une question de santé. Une santé mentale. C'est une question de santé, absolument. Santé mentale. Santé physique. Voilà. Oui. Et puis santé, je dirais, sociale aussi. Oui, tout à fait. Le terme social convient très bien parce que ces arbres vivent en société et n'ont pas besoin d'édicter des règles, des normes. Ils vivent en société parce qu'il y a un respect de l'autre et que si moi je veux grandir, je peux le faire que si je suis dans le respect de celui qui croit à côté de moi. Vous ne voyez pas de forêt qui s'étouffe. Non. En prenant de l'âge, il est certain que certains arbres peuvent défaillir. Mais vous en avez d'autres au contraire qui sont porteurs de semences, qui sont magnifiques. Et c'est là où, plutôt que de s'occuper des coupes qui sont faites, il vaut mieux s'occuper du renouvellement de la forêt. Renouvellement ou régénération, ou les deux? Le mot régénération est très juste, merci. Parlant de régénération, quel équilibre à trouver entre la préservation des forêts et des activités touristiques? Comment on fait? Alors, la forêt, si vous voulez, c'est un milieu et on peut parler de multifonctionnalité. C'est-à-dire que quand je suis touriste, que j'arrive dans un village au bord de mer, j'ai différents comportements possibles. Faire les vitrines, marcher sur la plage, me baigner, vouloir absolument me garer à côté de la plage. Bon, donc une fois qu'on a pris conscience que le tourisme, c'est la première des choses, c'est faire le tour de ce que je rencontre et comment je peux profiter de cet environnement. Vous voulez dire le comprendre, cet environnement avant tout? L'observer et le comprendre? Le comprendre, voilà, sans chercher à passer par des mots, mais en avançant et au fur et à mesure que je progresse, en me laissant étonner. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a des comptines enfantines qui vont prendre le relais. Je me rends compte. Et je vais avoir une relation entre comment je me suis cultivé et qu'est-ce que la forêt peut m'apporter. Mais oui, on le fait beaucoup avec les GR, par exemple, dans le cadre du parc naturel régional. On va voir les propriétaires forestiers. On leur demande leur accord pour que le GR puisse traverser leur propriété. Et on fait en sorte qu'il y ait suffisamment de communication au long de ce GR pour que les gens soient dans la préservation du monde qu'ils traversent. Voilà un exemple, si vous voulez. Mais c'est une collaboration entre tous. Et puis le respect des uns des autres. Et puis le dialogue aussi, se parler.
partager. Oui. Voilà, écouter l'autre et pas être sur la défensive. Alors très souvent, quand je sors de mon milieu, je risque d'être un peu sur la défensive et peut-être pas à l'écoute. Merci beaucoup Philippe. Merci François. Alors Stéphanie Singh, bonjour à tous. Moi je suis chargée de mission forêt et transition énergétique au parc naturel régional de la Sainte-Baume. Et moi c'est Frédéric Fessol et je suis le directeur du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à mes petites questions. En quoi les forêts représentent-elles une attraction touristique et un atout pour les destinations ? Oui, alors en fait, sur le territoire de la Sainte-Baume, la forêt occupe une place prépondérante, 70%. Donc en fait, c'est une attractivité essentielle sur un territoire qui est entouré de grandes agglomérations comme Aix, Marseille, Toulon. Donc il y a vraiment cet attrait du végétal, de la forêt pour le ressourcement, se défouler en famille, venir découvrir un peu des espaces naturels préservés. Donc il y a vraiment cet enjeu de découverte, d'apaisement, de ressourcement. Et puis on sent qu'il y a aussi un changement des pratiques et des habitudes des habitants du territoire qui viennent fréquenter de plus en plus, notamment la Sainte-Baume. Alors le Covid et puis le besoin de se raccorder à la nature. Et on sent qu'on a un besoin de forêt et que les gens ont envie de retrouver de la nature dans leur quotidien. Parce que la forêt, c'est bon pour la santé quand même. Non ? Ça fait du bien. Oui, bien sûr. En fait, il y a des études qui le prouvent que s'aérer, être au contact des arbres, ça apporte vraiment un apaisement et une liberté d'esprit. On oublie vraiment le quotidien et ça donne pleinement à cette découverte de la nature. Et puis c'est des projets qui se développent avec notamment certains hôpitaux, maisons de retraite, de rapprocher ces gens-là du milieu naturel quand c'est possible, ou d'apporter des visuels et une sensation de nature dans les hôpitaux. Donc c'est des sujets qui sont en développement. La forêt de la Sainte-Baume, elle n'a pas des traits particuliers. Il n'y a pas une forêt primaire ou quelque chose comme ça. Il y a quand même quelque chose d'assez atypique dans cette forêt. Alors effectivement, on dit par abus de langage un peu que la Hêtraie est une forêt primaire ou alors une forêt relique. Alors c'est vrai qu'elle est en place en Sainte-Baume depuis l'ère glaciaire, depuis plus de 6000 ans. Mais en fait, sa particularité, c'est que c'est la Hêtraie qui est très proche de la mer, la plus septentrionale du territoire. Et donc, elle a réussi, malgré les différents siècles, à se maintenir à l'abri de cette barre rocheuse. Et donc on peut y voir des hêtres assez grands, des ifs aussi, qui sont multicentenaires exactement. Et l'objectif aussi de faire découvrir cette forêt, c'est d'avoir ces paysages forestiers que l'on trouve naturellement dans les espaces montagnards, dans les Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, le nord-est de la France, aussi proche de la mer. Donc c'est vraiment une caractéristique particulière. Et puis il faut le terme de forêt primaire, effectivement, normalement, c'est une forêt qui n'a jamais été exploitée par l'homme, ou en tout cas où l'homme est peu présent ou absent. Et ça n'a pas été tout à fait le cas quand même sur la forêt. C'est pour ça qu'on l'appelle forêt relique, la forêt de la Sainte-Baume, parce qu'elle est très ancienne, et donc ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été exploitée, mais elle n'est pas forêt primaire au sens strict. Et dans notre région, cette forêt relique, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Est-ce qu'on retrouve ça dans la Provence, dans notre région sud, ou c'est vraiment unique ? En France, il y a quand même peu d'endroits où il y a des forêts aussi anciennes qui n'ont pas été exploitées. Il y en a d'autres. Mais après, si on cherche vraiment le terme de forêt primaire, c'est pareil, c'est plutôt dans les pays de l'Est qu'on va retrouver des forêts qui n'ont pas du tout été exploitées. Encore que tout est discutable selon ce qu'on dit exploiter. Comment le tourisme et les activités touristiques peuvent-elles contribuer à la conservation et à la gestion durable de ces forêts ? Disons que le touriste aujourd'hui, quand il vient en Sainte-Baume, c'est pour se ressourcer. Il a envie de retrouver un milieu sain, propre, avec des paysages, avec des sensations agréables. Et donc c'est pour nous aussi l'occasion de passer des messages de sensibilisation pour respecter et adopter les bons gestes en forêt et faire en sorte qu'on puisse leur apporter ce confort-là, ce visuel-là. Et on sait qu'on a certains touristes qui ont des pratiques par méconnaissance aussi, qui ne sont pas respectueuses. Et c'est l'occasion de passer des messages et de faire en sorte que sur le long terme, on puisse avoir des visiteurs qui soient respectueux. Et comment vous faites ça ?
Alors on le fait toute l'année déjà parce qu'on a des éco-gardes qui patrouillent sur le territoire et donc qui sont là pour passer des messages au quotidien. On le fait par de la communication assez classique sur les réseaux sociaux. On le fait à l'occasion de séminaires, de foires, de passer ces messages-là. Et puis après on a une garde régionale forestière qui est financée par la région et qui intervient à partir du mois de, on va dire que ça commence au mois d'avril, jusqu'à la fin de l'été. Et là c'est vraiment pour aller sur les sites les plus fréquentés et surveiller les comportements des visiteurs et surtout expliquer les bons comportements et ceux à éviter. Les bons comportements, quelques petits conseils ? Alors oui, plusieurs conseils. Donc déjà, respecter les sentiers, tenir son chien en laisse, surtout en cette période où il y a la nidification des oiseaux. Donc c'est important de ne pas laisser divaguer les animaux. Ne pas cueillir aussi de plantes puisqu'on ne peut pas savoir, en général le grand public ne connaît pas les espèces protégées ou celles qui ne le sont pas. Vraiment rester très tolérant envers les cultures puisque quelquefois on retrouve des personnes qui pique-niquent ou qui font du quad, de la moto dans des champs qui sont cultivés. Donc bien respecter le travail des agriculteurs. S'il y a présence de troupeaux, aujourd'hui, il y a pas mal d'éleveurs qui ont des chiens de protection. Donc là, pareil, essayer d'adopter des bons comportements, ne pas courir, ne pas crier, ne pas caresser le chien. Contourner. Ce sont vraiment des pratiques en milieu naturel qu'on essaye de promouvoir. Donc on a développé des panneaux à l'entrée de certains sentiers qui sont très fréquentés. Et puis sur nos brochures de communication, on n'hésite pas à bien diffuser ces bons comportements. Et puis sur la période estivale, bien entendu, il y a tout l'aspect incendie qui est très présent et donc c'est de ne pas fumer, de ne pas allumer de feu sur les périodes à risque. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Alors, donc, je suis Catherine Nicolas, je travaille à la Maison régionale de l'eau, qui est une association loi 1901, qui est basée à Barjol dans le Var. Et alors moi j'y suis spécialement responsable du développement et de la RSE et donc je m'occupe de déployer tous les projets, de rechercher des financements, de répondre à des appels à projets autour de l'eau et des milieux aquatiques. Quel est le lien entre la forêt et l'eau ? Ça c'est... Grande question, mais réponse évidente quelque part pour tout le monde aussi. L'eau, la végétation sans eau n'existe pas. Elle ne pourrait pas pousser. Donc il y a un lien par les racines, bien évidemment, un lien direct, et notamment l'eau des rivières aussi, où on a directement la ripisylve, donc cette végétation des berges qui pousse spécifiquement parce qu'il y a de l'eau, et donc certaines espèces en particulier parce qu'il y a encore plus d'eau. Donc le lien il est direct. Et il passe aussi par le sol, c'est-à-dire qu'entre la forêt, l'eau, il y a aussi le sol, et ces trois éléments sont très importants et en corrélation directe pour que tout fonctionne bien. Tu as parlé des rivières. Dans notre région, c'est des lieux touristiques, d'attractions touristiques. Qu'est-ce qu'on trouve dans les rivières et à quoi on doit faire attention ? Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les rivières ? Déjà, effectivement, c'est un lieu très attractif, parce que très agréable, parce que c'est beau, parce qu'il y a de l'eau, qu'il y a le bruit qui coule, qu'il y a cette végétation, ces forêts qui sont très jolies. Donc c'est très esthétique, très agréable. En plus, il y a cet attrait aussi de fraîcheur, notamment l'été dans notre région quand il fait très chaud. Donc c'est vrai que les abords de nos rivières sont très attractifs. Maintenant, ils sont même devenus parfois trop à certains endroits, où quand il y a beaucoup de monde qui piétinent dans les rivières parce qu'ils vont se baigner, effectivement ça peut faire des dégâts parce qu'il y a beaucoup de monde au même endroit, au même moment, et surtout en été où la quantité d'eau dans la rivière elle est moindre, puisqu'on est en été, en climat méditerranéen, forcément c'est là qu'il pleut le moins et que nos rivières sont ce qu'on appelle à l'étiage, donc au plus bas. Donc forcément, ce à quoi on peut faire attention, c'est se dire que on aime ce milieu-là tel qu'il est et qu'on aimerait qu'il reste comme ça, et se rendre compte effectivement d'y faire attention, de le préserver, que c'est un milieu vivant, et donc de pas, même si la végétation, les fleurs sont belles, de pas tout cueillir, même si donc on peut aller se baigner, mais pas par exemple bouger tous les cailloux de la rivière, parce qu'en fait même le fond de la rivière, même cette granulométrie fait partie de la rivière et de son bon fonctionnement. Donc si on modifie le lit de la rivière en fait et qu'on bouge les cailloux, il y a beaucoup de gens qui le font parce que ça fait des petits barrages ou ce genre de choses. Mais justement, ça fait des petits barrages.
Donc ça empêche la circulation de l'eau, ça change sa circulation, ça change le fond de la rivière et les habitants qui sont sur ces petits cailloux dessous, donc on les a perturbés. Et ça peut changer aussi, si on fait trop de barrages, la dévalaison ou le mouvement même des poissons qui vont plus pouvoir à un moment passer par certains endroits. Donc voilà, je dirais juste respecter cet endroit, le laisser tel qu'on l'a trouvé, en profiter mais de manière naturelle comme l'est le milieu et en étant respectueux, en jetant pas ses déchets bien évidemment pour pas laisser tout ça derrière soi. Tout à fait. La Maison régionale de l'eau, elle fait des activités de sensibilisation. Il y en a une là aujourd'hui. Tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc effectivement, on fait beaucoup d'actions, d'information, de sensibilisation sur l'eau, les rivières, les milieux aquatiques, avec vraiment cette idée de porter à connaissance, de démocratiser les savoirs, c'est-à-dire vraiment faire connaître ces milieux, pas juste dans un but de préservation, mais vraiment pour faire comprendre comment fonctionne une rivière, quels sont les habitants de la rivière, pourquoi ils sont importants pour le fonctionnement du milieu, mais aussi pour la qualité de l'eau, et donc forcément en lien aussi avec le bien-être de l'homme et même nos usages liés à l'eau. Et donc aujourd'hui, c'est une exposition que l'on a donc sur la foire qui s'appelle Biorama. Ça présente en fait la biodiversité des milieux aquatiques, mais en réalité augmentée. Donc aujourd'hui et demain, on peut venir sur notre exposition, s'immerger dans une rivière comme si on y était, donc sur le Carami à côté par exemple de Brignoles, et découvrir la faune aquatique qui peuple ces rivières. Donc des poissons comme le barbeau méridional, la truite, l'anguille aussi européenne qui est une espèce protégée, mais aussi des invertébrés aquatiques, des petites crevettes d'eau douce, ça peut être des sangsues, ça peut être même des escargots, et aussi beaucoup de larves d'insectes qui ont une phase aquatique en fait, larvaire, avant d'être par exemple comme la libellule que l'on voit qui a une vie adulte aérienne, elle vit d'abord très longtemps dans l'eau sous forme de larve. Et donc grâce à cette exposition, on peut découvrir sans se mouiller cette biodiversité avant d'aller la voir peut-être d'un peu plus près sur les rivières en vrai, mais du coup en les connaissant mieux et en appréhendant mieux le milieu. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.